Dans un précédent tutoriel, portant sur la liaison UART de l'ESP32S3 d'une carte T-Display LIGO, l'une des illustrations de mise en œuvre en réception et affichage de données portait sur la récupération d'une trame de téléinformation client d'un compteur EDF Linky. L'objectif du présent tutoriel est d'aller un peu plus loin dans l'analyse de la structure qui démodule le signal généré par le compteur, pour mettre en évidence une particularité du montage. Pour mémoire, voici un extrait de l'analyse succincte qui a été proposée. La structure la plus commune pour démoduler le signal généré par la téléinformation est un photocoupleur SFH 620A qui intègre sur son entrée deux diodes infrarouges tête bêche. Donc le phototransistor est saturé aussi bien pour les alternances positives que négatives. Et chaque fois que la porteuse à 50 kHz est générée, un niveau bas est présent en sortie. En l'absence de porteuse, aucune LED infrarouge ne produit de lumière, donc le phototransistor est bloqué. R2 joue alors le rôle de pull-up, et on retrouve un niveau haut en sortie. On peut intervertir les deux fils d'entrée, le fonctionnement sera le même. En me limitant à cette présentation, j'avais conscience de survoler un peu l'analyse, ou du moins de ne pas exposer l'une de ses spécificités, mais ce n'était pas l'objectif du tuto en question. Dans ce qui suit, pas d'oscilloscope ni d'analyseur logique, mais un logiciel de simulation électronique, LT-Spice, et un Analog Discovery 2, appareil multifonction qui, pour commencer, va permettre d'effectuer une nouvelle capture du signal TIC. Capture réalisée à partir du menu oscilloscope, en ayant disposé une résistance de 1 kΩ entre les broches I1 et I2, afin de consommer un peu de courant, ce qui stabilise le signal. On peut à nouveau vérifier sur cette capture que les signaux logiques transmis sont de 1,2 kHz, le compteur utilisé pour les essais fonctionnant en mode historique. Si on agrandit la base de temps, on retrouve la porteuse à 50 kHz. Le signal sinusoïdal a une amplitude d'environ 2,5 volts. Alors pourquoi revenir sur cette structure de démodulation? Parce qu'avec une illustration comme celle-ci, ou comme celle-là, si on explique à un électronicien que la porteuse à 50 kHz met en conduction l'une des diodes à chaque alternance, que le phototransistor sera donc saturé en permanence et que le signal de sortie est à l'état bas tant que la porteuse est générée, ça peut éventuellement passer sans qu'il se pose plus de questions. Par contre, si on dit exactement la même chose avec ces chronogrammes pour illustration, le cerveau reptilien, celui d'un électronicien bien sûr, devrait réagir et s'interroger un minimum sur le bon fonctionnement dans la mesure où l'on voit clairement que le signal passe par 0 V à chaque alternance. Et donc sur ces intervalles de temps, les diodes infrarouges internes sont censées se bloquer, ne plus émettre de lumière et donc le phototransistor va lui aussi se bloquer. Et le signal de sortie devrait passer brièvement à l'état haut à chaque changement d'alternance. C'est un état transitoire, mais pour un composant tel qu'un microcontrôleur, c'est suffisamment long pour être pris en compte par son entrée UART. Or, la structure fonctionne. Pour le vérifier, sans compteur électrique, il est possible de configurer l'Analog Discovery 2, d'une part en générateur de tension alternative de 5 volts d'amplitude avec une fréquence de 50 kHz, et d'autre part simultanément en oscilloscope avec la voie 1 pour simuler le signal que l'on vient de générer et la voie 2 pour le signal de sortie. Et on obtient bien en sortie un signal à l'état bas, sans passage momentané, au pluriel, à l'état haut. Conclusion. On peut raisonnablement penser que le bon fonctionnement du montage repose tout simplement sur une limitation des performances techniques du photocoupleur, c'est-à-dire qu'il ne produit pas les états transitoires qui théoriquement devraient apparaître parce qu'il ne réagit pas assez vite. Obtenir le bon fonctionnement d'une structure grâce, entre guillemets, au dysfonctionnement de l'un de ses composants mérite bien qu'on s'y attarde un peu. Pour expliquer ce qui se passe, revenons rapidement sur les généralités concernant les photocoupleurs et prenons l'exemple d'un modèle un peu plus simple que le SFH 620, le CNY173, qui dispose d'une diode infrarouge unique en entrée. L'intérêt des photocoupleurs,
quelle que soit leur structure interne en entrée ou en sortie, c'est leur isolation galvanique, qui permet de séparer électriquement deux parties d'un montage et peut supporter une différence de potentiel pouvant aller jusqu'à 5000 volts efficace pour ce modèle. Mais l'un de leurs inconvénients, c'est leur temps de réponse, de l'ordre de quelques microsecondes. À titre de comparaison, un transistor NMOS tout ce qu'il y a de plus classique, tel que le VN2222, a un temps de réponse de l'ordre de la dizaine de nanosecondes. Donc en gros, il réagit 100 fois plus vite. La documentation nous donne une idée de la déformation du signal en sortie lorsqu'on applique un signal carré en entrée. À noter que dans certaines documentations, il est conseillé d'utiliser un inverseur logique derrière la sortie, ce qui permet de garantir un signal avec des fronts bien raides et aussi, si nécessaire, en phase avec l'original. Mais testons ce composant pour observer concrètement ses limites en mettant en œuvre ce schéma. Il nécessite une alimentation positive de 5 volts que l'on peut générer avec le module Supplies. On a besoin d'un générateur de signaux carrés positifs d'amplitude 5 volts que l'on va pouvoir produire dans WaveGen. Et pour visualiser les signaux en entrée et en sortie, il y a les deux entrées d'oscilloscope. Voilà ce que ça donne avec une représentation du schéma en câblage rapide et avec le vrai montage. Après redisposition des fenêtres, pour à la fois paramétrer le générateur et visualiser les courbes, voici ce que ça donne. Pour une fréquence de 1 kHz, tout se passe bien. Puis en augmentant la fréquence du signal, pour quelques dizaines de kHz, l'allure du signal de sortie se dégrade rapidement, comme c'était prévisible. À présent, il serait intéressant de voir si par simulation, la limitation de ces composants est également observable. Pour cela, je me suis tourné vers le logiciel LT-Spice, qui est une référence dans ce domaine. C'est le logiciel de simulation électronique gratuit le plus utilisé, en particulier en entreprise. Le site du fabricant, Analog Device, le propose en téléchargement. Une série de vidéos pour s'initier à son utilisation est également à disposition. Pour ma part, et pour ce qui suit, seule une partie des tutoriels d'électrobidouilleur m'a suffi pour le prendre en main, car uniquement des fonctionnalités de base sont nécessaires. L'interface graphique est pour le moins rustique et parfois un peu déconcertante, à commencer par la molette de la souris qu'il faut tourner à contrario des autres logiciels pour zoomer ou dézoomer. Il est bon aussi de retenir quelques raccourcis pour se simplifier la vie. Passons à la saisie de schéma. Par chance, le CNY173 est proposé dans la bibliothèque Opto. On peut voir en passant que le SFH 620 ne s'y trouve pas. Une fois la saisie du schéma terminée, on peut paramétrer la source de tension d'alimentation en sortie à 5 volts.
Pour le générateur de signaux carrés, il faut choisir les fronts les plus raides possibles, sans laisser les valeurs à 0. Définir pour commencer une période correspondant à 1 kHz, avec un rapport cyclique de 1,5. Et 5 périodes de simulation. Comme ça a déjà été le cas pour configurer le générateur de signaux carrés, toutes les durées doivent être exprimées en secondes. Donc nous allons prendre 5 millisecondes. On peut à présent lancer la simulation, puis sélectionner les signaux à visualiser. Ça fonctionne à l'identique des mesures effectuées. Si on passe à 10 kHz, on observe bien une dégradation du signal. Encore accentué lorsque la fréquence est de 50 kHz, même si l'amplitude du signal de sortie n'est pas aussi atténuée que lors des essais. Après ces rappels sur les photocoupleurs et cette prise en main du simulateur, repassons à la structure qui nous intéresse. Testons ce montage en partant d'une sinusoïde à 50 kHz, puis faisons décroître la fréquence. On observe pour des fréquences de plus en plus basses que le photocoupleur réagit de plus en plus au passage par 0. Autrement dit, il entre dans sa plage de fonctionnement normale. Si on souhaite comparer avec la simulation, il va falloir se procurer le fichier SPICE du composant, qui contient son modèle de simulation. Deux possibilités, aller directement sur le site du fabricant, mais on peut aussi passer par des distributeurs qui le proposent également. En particulier ici, il sera accompagné d'un fichier d'aide à l'intégration du modèle dans LTSpice. À noter que le fichier récupéré s'appelle ACBJT car il dispose d'une entrée en courant alternatif et d'une sortie constituée d'un transistor bipolaire. Ce fichier et le tuto numéro 4 d'Electrobidouilleur permettent sans problème d'intégrer le composant dans la librairie appelée AutoGenerated des composants qu'ajoute l'utilisateur du logiciel. De base, on obtient cette représentation. Puis, si l'on utilise le menu Draw, qui permet de créer des lignes, des rectangles, etc., on peut aboutir à ce symbole, qui va être stocké ici, qui lui-même peut être utilisé dans ce schéma. À partir de là, on a déjà vu la méthode. Donc voici ce que ça donne pour 50 kHz, pour 10 kHz et pour 1 kHz. Dans les deux situations, le simulateur nous a permis d'obtenir des résultats pas tout à fait identiques, mais très similaires à ceux du fonctionnement réellement observé, même dans une plage de fréquence se situant au-delà du champ habituel d'utilisation. Attention toutefois, par principe, à utiliser des fichiers SPICE fiables et donc récupérés chez le fabricant ou chez ses distributeurs.